En créant l'espace où sera coulé le plastique chaud, il repère les fuites ou les risques de danger. Une fois le moule virtuel terminé, ses caractéristiques sont entrées dans une machine-outil qui fabrique un prototype en cuivre. Chaque prototype passe un test d'assemblage, car ce qui semble parfait sur un écran d'ordinateur ne s'emboîte pas toujours aussi bien dans la réalité. À la main, on donne au moule une surface bien lisse. Ce prototype est mis à l'essai sur une chaîne modèle réduit. Seuls les moules parfaits sont utilisés à l'usine. Chaque minute, les 12 chaînes de moulage produisent 36 000 pièces qui peuvent prendre place dans n'importe quelle boîte. Le moule du chien policier est prêt à être utilisé. Je travaille dans cette entreprise depuis une vingtaine d'années. Et ça fait 15 ans que je change des moules. Donc, j'ai une certaine expérience. Mon père a travaillé ici. La première fois que j'ai vu une machine de moulage, je l'ai trouvée énorme et compliquée. Il faut un peu moins de 2 heures pour remplacer un moule qui pèse entre 150 kg et 1,5 tonnes. Mais la souplesse qu'offre cette possibilité compense largement la perte de temps. Finn n'est pas le seul employé de deuxième génération. Les fils du fondateur ont joué un grand rôle dans la pérennisation du groupe, en faisant construire une nouvelle usine après l'incendie de la première en 1942. Les temps ont été plus difficiles après la Deuxième Guerre mondiale avec la pénurie de bois. Mais père et fils ont contourné ce problème en investissant dans un matériau nouveau, le plastique. Ole Kirk Christiansen a acheté sa première machine de moulage par injection en 1947. Un choix qui s'est avéré payant, puisque dès la fin des années 1950, la société rencontrait un succès mondial. Pendant que le chien policier prend forme, Finn passe à une autre machine pour prélever un échantillonnage aléatoire. Par tube pneumatique, les pièces prises au hasard arrivent au contrôle qualité. Là, elles subissent des tests pour s'assurer qu'elles restent dans des tolérances de fabrication de quelques centièmes de millimètre. On mesure la hauteur de la brique et des tenons séparément. La vérification la plus importante, c'est ce qu'on appelle la résistance d'emboîtement. Un enfant de 5 ans doit pouvoir jouer avec ces éléments et les assembler. Donc, ils doivent tenir ensemble, mais il faut aussi que l'enfant puisse les séparer. Les machines de moulage sont si précises que seules 12 pièces sur 100 000 sont rejetées par le contrôle qualité. L'efficacité de la résistance d'emboîtement a fait entrer la société sur le marché mondial. En 1955, Gottfried, un des fils Christiansen, a pressenti le potentiel de marché nouveau et soumis une idée à son père. Créer des jouets qui s'assembleraient les uns aux autres pour que les enfants continuent d'acheter afin d'augmenter leur stock de pièces. Cela semble être la solution idéale pour la petite brique. La première boîte de jeux sort en 1955 et contient des voitures de police. Mais les premières briques étaient évidées et la cohésion des constructions était précaire. C'est pourquoi en 1958, le modèle avec tenons et tubes vit le jour. Plus stable, cette brique devint le symbole de la marque et sa pièce la plus polyvalente. Assurer l'uniformité des pièces exige une maintenance importante. C'est pourquoi une petite armée de techniciens s'assure de l'état des moules. Dans notre procédé de fabrication, le moule est ce qu'on appelle le cœur. C'est la partie la plus onéreuse de l'étape de l'injection. Il coûte entre 40 000 et 200 000 euros pièce. Toutes les 3 semaines, chaque moule a droit à une révision. Je fais environ 2 moules par jour et je les inspecte en profondeur.
Il faut les traiter avec considération, avec beaucoup de soin et avec amour, parce qu'ils coûtent très très cher. Les 300 pièces qui composent ces moules sont décrassées et polies à la main. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que ce qu'on fabrique va finir entre les mains de nos clients. Et nos clients, ce sont des enfants. Donc il faut qu'ils puissent s'amuser en toute sécurité. Mais les enfants ne sont pas les seuls clients. La marque compte aussi de nombreux aficionados chez les adultes. Le jouet danois est particulièrement populaire en Europe. Zwolle, aux Pays-Bas, accueille le plus grand salon au monde dédié à la marque. 75 000 fans s'y réunissent tous les ans pour montrer leur chef-d'œuvre. La moitié du salon est destinée aux enfants, l'autre aux adultes. C'est le plus grand salon au monde dédié à cette marque. Ce salon est ouvert à tous. Il est pour les enfants, pour les parents, mais aussi pour les fans adultes. Autoproclamés affoles, ces derniers ne sont pas là pour s'amuser. Moi, je n'aime pas trop les gosses. Mais je reconnais que ces briques sont faites pour eux. Les affoles adorent ces jouets, mais en fait, c'est pour les enfants. Je dois l'accepter. Voici une maquette du Rijksmuseum, le musée national d'art des Pays-Bas. Elle est constituée de plus de 300 000 briques assemblées. Beaucoup reconnaissent que ce jeu de construction a influencé leur carrière. Je suis ingénieur en génie civil. Ce jeu est très utile si on se destine à un métier technique, parce que c'est un jeu qui structure l'esprit, qui fait réfléchir à la façon dont les choses fonctionnent, à la manière dont elles s'assemblent, et il permet de comprendre pourquoi une structure est solide ou fragile. Mais pour les fans, le travail par excellence, c'est au Danemark qu'il se trouve, à l'usine. Je voulais travailler dans cette entreprise depuis toujours. Sam, le nouveau créateur, découvre l'usine où la fabrication du commissariat de police est entrée dans la deuxième phase, le moulage. Je n'avais encore jamais vu ça. Seulement le produit fini. Dans un peu plus de 2 mois, ce sera Noël. C'est donc le moment idéal pour montrer aux nouveaux comment on fabrique une boîte. Ce n'est pas seulement une histoire de muscles et de matière grise. La plupart des ouvriers qui assurent la manutention sur la chaîne de moulage sont généralement en plastique et en acier, plutôt qu'en chair et en os. En effet, l'entreprise fait appel à une flotte de robots pour déplacer les briques nouvellement produites. Au fur et à mesure que les caisses se remplissent, des robots les transportent jusqu'à un système de convoyage qui les achemine dans une immense salle de stockage. Ça fait un paquet de briques. J'ai de quoi construire ma propre maison. Ce serait étonnant. 4 grues robotisées parcourent 70 km d'étagères pour trier près d'un demi-million de caisses. Je suis le plus grand admirateur de l'inventeur de la grue robotisée. C'est une invention étonnante et qui a une valeur ajoutée énorme. Voir ce qu'on peut automatiser en faisant les choses intelligemment est absolument sidérant. Invention. Voilà bien le maître mot du travail de l'usine. Pour stimuler l'innovation et la souplesse, une équipe entière baptisée Usine à Innovation réfléchit à de nouvelles idées de fabrication. L'usine à innovation est une mini-usine à l'intérieur de la grande où on essaie des choses complètement nouvelles avant de les mettre réellement en place. Récemment, l'équipe a dû résoudre un vrai casse-tête. Comment convertir le jeu de construction en jeu de société? Pour ça, il fallait inventer un dé révolutionnaire. C'est l'élément le plus complexe qu'on ait fabriqué dans l'histoire de la marque.
Au départ, on a cherché à définir le dé répondant aux critères de la marque. On s'est servi d'éléments qu'on avait déjà à notre disposition. Mais ça ne marchait pas assez bien. Le fabricant voulait des dés qui évoquent la construction, la fabrication. Mais le plastique dur faisait trop de bruit. Heureusement, ça n'est pas le caoutchouc qui manque. L'usine de moulage produit plus de 300 millions de pneus chaque année. Un chiffre qui lui permet d'être le premier manufacturier mondial de pneus. L'idée, c'est donc de combiner la brique et le matériau des pneus. L'avantage, c'est que la partie caoutchoutée se fixe sur la partie centrale et que ça fait un joli bruit quand on jette les dés. Mais envelopper le plastique dur avec du caoutchouc mou, ça n'était pas gagné. L'usine à innovation a dû concevoir le moule le plus coûteux de l'usine. Pour fabriquer une pièce comme celle-ci, répondant à nos exigences de qualité, il faut avoir la bonne machine, le bon outil et le bon équipement. Tout d'abord, les éléments sont moulés ici, dans cette partie qui se ferme. Elle se rouvre et le robot place la pièce en dessous. La partie caoutchoutée est moulée dessus. Et ce qui sort, c'est la pièce terminée. Le moule, d'une valeur de 250 000 €, entre en action. Le groupe espère que le pari sera payant. Le moule du dé a beau être cher, il n'arrive pas à la cheville du plus gros investissement de la marque, un jeu vidéo ambitieux. Les jouets font appel à deux pulsions enfantines essentielles, la construction et le jeu de rôle. Désormais, la marque propose la même chose dans un univers informatique, grâce à un jeu en ligne. On s'est demandé s'il existait un moyen de prendre ce qu'il y a dans la tête d'un enfant et dans la salle de jeu où il invente ses histoires, où il les joue en vrai, et de les transposer dans un ordinateur. La grande question était la suivante. Comment convertir en virtuel l'ADN de la marque? Le jeu vidéo est un jeu en ligne massivement multijoueur. Ça signifie que des gamins du monde entier peuvent s'amuser ensemble sur Internet. Les enfants se réunissent et ils jouent tous ensemble en ligne avec des briques. En gros, vous pouvez vous connecter avec des petits Chinois ou des petits Américains pour jouer avec eux. Concevoir un jeu en ligne pour enfants était un défi sans précédent. Le fabricant s'assure que ces jouets sont sans danger en supprimant les arêtes coupantes et en utilisant de la peinture non toxique. Il fallait donc assurer la même sécurité sur Internet. Pour les parents, c'est très important que leurs enfants ne risquent rien. Ça a été un vrai défi de créer quelque chose qui soit à la fois ouvert, mais aussi sûr pour les enfants. Chaque fois qu'on créait quelque chose, ça ne pouvait figurer dans le jeu qu'après acceptation de la part de notre équipe de modérateurs. On a aussi créé le système du meilleur ami. Si Tommy est un petit voisin et si les parents le connaissent déjà, leur enfant et Tommy peuvent être les meilleurs amis dans le jeu. Par contre, ils ne peuvent pas jouer avec quelqu'un que les parents ne connaissent pas. Ce sont les parents qui décident qui joue avec leur enfant. Entre la conception du jeu et la protection des enfants, le projet a disposé d'un budget hollywoodien. Ce projet baptisé Univers a bénéficié du plus gros investissement jamais effectué dans un seul produit de la marque. C'était important, parce que c'est une plateforme pour le développement à venir dans le monde numérique. Mais à côté des jeux vidéo coûteux et des jeux de société compliqués, les bonnes vieilles boîtes restent une valeur sûre. À l'usine, celle du commissariat de police est prête pour la phase 3, la peinture et la décoration.